davantage. Alors, vous avez échappé à la présence. Par contre, pour les rotations à venir, ça va être présence obligatoire. Donc, la présence au cours et au séjour sera obligatoire. Donc, vous aurez des cas cliniques et des GPS pour le matin de stage et pour le ATO. Vous allez vous mettre des crocs. Donc, on termine avec le dernier chapitre des traitements. Alors, avant de démarrer avec le dermocorticoïde, on va revenir vers un et j'oublie ça. Alors, je sais qu'il faudra nous en parler. Alors, je sais qu'il veut commencer, on va dire. Alors, pas besoin de s'étaler, c'est pas la peine de trop s'étaler, c'est pour avoir juste l'essentiel des antihistaminiques, étant donné qu'on les a souvent cités dans les familles. Pour ne pas se tromper un peu sur les antihistaminiques. Alors, les antihistaminiques, les antihistaminiques, donc là, on va s'intéresser particulièrement. On peut s'arrêter à 2 générations. Il y en a combien? Alors, il y a même une 5e génération qui est retrouvée. Donc, beaucoup de molécules. Exactement. Ouais. Alors, on les utilise bien sûr essentiellement pour leur effet. Exactement. Donc, accessoirement, on va les utiliser pour leur effet. Alors, en dermatologie, on utilise les deux propriétés. Donc, les deux propriétés nous intéressent. Maintenant, on va s'intéresser beaucoup plus aux anciennes. Alors, les anciennes molécules, c'est celles qui ont été testées. Alors, elles sont pratiquement, donc on les connaît un petit peu mieux, quoique il y a de nouvelles molécules, donc on utilise les deuxième, troisième génération. Maintenant, comment les utiliser? Allez, antihistaminique, quand et comment? Les indications, c'est-à-dire de façon un peu générale. On a vu ça ensemble. On ne va pas revenir aux histoires d'urticaire. On va utiliser les antihistaminiques. Je vous ai dit en première intention lorsqu'il s'agit de formes non graves. Alors, on n'utilise pas beaucoup de molécules. Il y a une seule molécule qui a un effet antitrébulineux qui est notable et qui a été. Une deuxième génération. Alors, mais ces molécules-là de deuxième génération, elles n'ont pas. Alors, en général, chaque fois l'effet antihistaminique vrai, c'est-à-dire on va s'opposer à cette vibration d'histamine et diminuer l'effet votre base active. Donc, on va s'opposer à cet effet inflammatoire, on va dire. Donc là, on utilise cette propriété antihistaminique. Maintenant, qu'est-ce qu'elles ont comme spécificité, ces classes thérapeutiques? Donc, vos camarades viennent de citer. Alors, au fond, alors vous n'êtes pas là pour faire la figuration. Donc, vos camarades viennent de citer première, deuxième, troisième, quatrième génération. Donc, lorsqu'on cherche l'effet antiprurigineux, on va utiliser une molécule de mais surtout les dermocorticoïdes. Vous avez vu, on les a vus un petit peu à toutes les sauces, sur toutes les pathologies. Cependant, il ne faut pas s'amuser avec les lésions dermatologiques. Parfois, on est tenté de mettre un dermocorticoïde. On a vu à travers les présentations cliniques que parfois les diagnostics différentiels sont d'un autre fort. On utilise l'apport des dermocorticoïdes
corticoïdes. C'est un traitement majeur qui est connu depuis les années 50. Donc, on les a largement utilisés. Alors, on les utilise sur beaucoup. Donc, on les a largement utilisés. On les utilise sur de nombreuses dermatoses. Alors, ils ont de nombreux effets. Le principal qui sera recherché, ça sera bien sûr l'effet anti-inflammatoire, antiprolifératif. Donc, en fonction de votre lésion, donc vous allez donc appliquer ces dermocorticoïdes et donc avoir l'effet escompté. Alors, il existe une vingtaine de molécules. Maintenant, il y a d'autres molécules, mais il y a beaucoup de classes, on va dire, il y a beaucoup de génériques. Donc, ce choix du dermocorticoïde sera toujours dicté avant tout par l'étiologie, par la dermatose à traiter, et puis bien sûr, toujours en gardant à l'esprit l'apport du bénéfice-risque. Alors, il n'y a pas beaucoup de risques normalement avec les dermocorticoïdes si vous respectez les modalités donc, de prescription, d'utilisation, et puis bien sûr, avec une surveillance clinique afin d'anticiper tout ce qui est effets secondaires. Alors, normalement, il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires s'ils sont utilisés à bon escient. Donc, il ne faut pas avoir peur des dermocorticoïdes. Donc, si on doit les définir, donc c'est un dérivé donc, pharmaceutique donc, qui va donc, contenir un dérivé donc, stéroïdien. Alors, formulé sous différentes formes, à la fois vous avez des crèmes, des émulsions, des lotions, donc on va retrouver toutes les formes galéniques. Et puis, on va les appliquer aussi bien sur la peau, alors peau glabre, cuir chevelu, que les muqueuses. Alors, même sur les muqueuses, bien sûr, en ayant toujours à l'esprit, donc il faudra faire attention à certaines choses. Sur la muqueuse, on évitera bien sûr l'utilisation des dermocorticoïdes très forts. Alors, une fois appliqué donc, sur votre peau, donc, il va y avoir une diffusion passive donc, à travers les couches superficielles, à travers la barrière cutanée. Puis, ce dermocorticoïde va venir traverser la barrière cytoplasmique pour venir à la fin, se fixer sur les récepteurs dits stéroïdiens, donc au niveau donc, de votre cellule. Alors, par la suite, ce complexe-là, donc corticostéroïde récepteur, sera responsable, donc va venir donc se fixer au niveau du site d'action et sera responsable donc des effets attendus. Alors, les effets vont être, il va y avoir une action donc sur la transcription de l'ADN, qui va entraîner donc la production de protéines anti-inflammatoires. Pourquoi? Parce que le dermocorticoïde va venir inhiber donc toutes ces substances pro-inflammatoires que vous connaissez déjà, à savoir le TNF-alpha, vous avez les lymphocytes, donc les cellules hématopoïétiques, il va venir donc s'opposer à leur action, vous avez les cytokines, donc il va venir agir donc à ce niveau-là et diminuer votre réaction à la fois inflammatoire et bien sûr prolifération cellulaire. Il a une double action à la fois anti-inflammatoire et anti-proliférative. L'action anti-inflammatoire, c'est le principal effet recherché, c'est la principale action donc des dermocorticoïdes. Alors, on peut la mesurer par ce qu'on appelle l'indice de vasoconstriction, donc qui sera observé après application. Donc, on va voir cet indice-là, ce qui va nous permettre donc d'identifier la classe de votre dermocorticoïde. Sachez qu'il existe 4 classes et que les dermocorticoïdes seront donc classés selon leur niveau d'activité ou selon ce niveau-là de vasoconstriction. Donc, après avoir appliqué votre dermocorticoïde, il va y avoir diminution de l'érythème, diminution de l'œdème, donc mesurable par l'indice de vasoconstriction. Alors, et puis cet effet-là sera d'autant plus important que votre dermocorticoïde sera de forte classe. Vous avez un effet antimitotique ou antiprolifératif, donc qui va par contre là se faire sur tous les constituants. Alors, il va agir de façon non sélective sur toutes les cellules cutanées. Alors, on va avoir l'effet, bien sûr, le bénéfice thérapeutique, mais c'est là où si vous n'utilisez pas bien correctement votre dermocorticoïde, vous risquez d'avoir les effets secondaires. Alors, il va agir, bien sûr, sur les kératinocytes, il va entraîner une diminution de leur différenciation, prolifération, et puis, bien sûr, vous avez les autres cellules. Alors, au niveau de l'épiderme, on va avoir, alors, si les dermocorticoïdes ne sont pas correctement utilisés, donc, secondairement, on va avoir une atrophie. Donc, les dermocorticoïdes vont agir, comme je vous disais tout à l'heure, donc sur le pool cutané, en diminuant donc la prolifération et la différenciation des kératinocytes. Il va agir également, on a vu sur les autres cellules, bien sûr pro-inflammatoires, mais là, ce qui nous intéresse donc, c'est cet effet cellulaire-là,
il va se faire également sur les mélanocytes. Donc, il va venir inhiber la mélanogénèse. Donc, on va s'attendre à voir quoi? Une dépigmentation. Donc, c'est pour ça que si on utilise longtemps les dermocorticoïdes, il y a un risque de dépigmentation, donc, qui est réversible en général. Ah ben oui, maintenant, l'hypopigmentation, alors ça dépend. Parce que tout dépend de l'effet qu'on va rechercher. Par exemple, sur le vitiligo, vous allez avoir une dépigmentation. Pourquoi? Parce qu'il y a une diminution donc des mélanocytes, mais là on va utiliser des dermocorticoïdes parce qu'on va diminuer donc cet effet anti-inflammatoire. Il y a un effet anti-inflammatoire qui est... Alors c'est toujours une espèce d'équilibre comme ça entre l'effet recherché et bien sûr les mécanismes physiopathologiques. Alors ce n'est pas parce que donc on a une dépigmentation qu'on ne va pas utiliser dans certaines situations vos dermocorticoïdes. Le problème par contre avec l'atrophie, c'est que si elle est là, elle risque d'être irréversible. Donc, l'utilisation, c'est là où vous devez être attentif. Alors, l'atrophie peut être irréversible suite à l'utilisation donc intempestive de dermocorticoïdes. Concernant le derme, alors il va y avoir une action également sur les fibroblastes, sur les cellules élastiques, sur le collagène, avec risque d'apparition de vergetures. Alors, avec cette perte de cohésion, alors malheureusement également, les vergetures. Alors, dans un premier temps, c'est toujours réversible. C'est à ce niveau-là qu'il faut agir. Il faut arrêter le traitement, il faut donner d'autres choses. Mais si vous laissez longtemps vos dermocorticoïdes, vous avez donc ce risque-là d'irréversibilité exactement, concernant à la fois l'atrophie cutanée, mais également l'apparition de vergetures. Et puis enfin, on peut avoir une atrophie graisseuse au niveau de notre hypoderme. Alors, l'action également, elle est immunosuppressive, elle se fait sur les cellules inflammatoires, à savoir sur la cellule de Langerhans, et puis sur, bien sûr, les anticorps. Donc, il y a une diminution donc, de la fonction immunitaire au niveau cutané. Et puis, accessoirement, alors, les dermocorticoïdes peuvent traverser, donc, et peuvent donc traverser le sang et aller se fixer au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire et puis entraîner bien sûr exceptionnellement donc un surdosage, un excès de cortisol avec un risque de maladie de Cushing, exactement. Mais si on utilise correctement cela, vraiment il faut aller mettre un dermocorticoïde sur de grandes surfaces, bien sûr sur une altération déjà cutanée, donc ce risque-là il est minime. Mais il sera majoré dans certaines situations. C'est pour ça qu'il faudra respecter donc toutes les contre-indications et les modalités d'application. Alors, même pour les dermocorticoïdes, on verra, il s'agit d'une posologie à ne pas dépasser. Alors, normalement, enfin, de façon générale, on ne devrait pas dépasser le tube de 30 grammes par semaine. Alors, on ne peut pas, par exemple, donner un traitement. Alors, parfois, les patients, il faut expliquer, parce que si vous donnez 6 boîtes ou 8 boîtes, votre patient risque d'appliquer tout le traitement au bout d'une semaine, et là, vous avez un risque donc de systématisation. Sur le plan donc de la pharmacocinétique, vous avez d'abord ce qu'on appelle la biodisponibilité. Donc, elle sera en fonction de votre excipient. Donc, on a besoin de diluer notre dermocorticoïde. Et en matière d'excipient, celui qui sera le plus utilisé, ça va être donc des excipients huileux, gras, à savoir la vaseline est un excipient souvent utilisé pour donc diluer notre dermocorticoïde et puis pour avoir un petit effet, on va dire, non pas hydratant, mais graissant au niveau de la peau. Et puis, cet excipient gras va favoriser non seulement l'absorption, et puis donc le fait qu'il y ait un effet occlusif, donc il va favoriser la pénétration donc, de notre dermocorticoïde. Les excipients les plus gras, ça va être donc la forme galénique, on va avoir l'excipient le plus gras, ça va être la pommade. Donc la pommade va avoir le meilleur effet occlusif, elle va majorer la pénétration. Donc, toujours garder à l'esprit. Ça veut dire que si on a une pommade, on ne va pas l'appliquer, par exemple, sur des paupières. Donc, il va y avoir une majoration de l'effet occlusif, donc pénétration accrue donc, de notre dermocorticoïde. La crème, elle est beaucoup plus largement utilisée parce qu'elle offre une espèce de galénique un peu plus agréable. Elle est plus facile à utiliser sur beaucoup de surfaces, sans tenir compte, bien sûr, donc on va dire de l'épaisseur cutanée dans la plupart des cas. Elle est plus riche en composés dits hydrosolubles. Et puis, bien sûr, vous avez les gels, les lotions, les solutions. Alors, là, on va retrouver par contre des dérivés alcooliques. Alors, on fait attention, dérivés alcooliques sont un petit peu plus irritants. Et puis, on va les utiliser surtout sur des zones pileuses,
Donc, elles ont un effet occlusif qui est beaucoup moins important que les autres précédentes. Dans certaines situations, on peut rajouter d'autres formulations qui vont nous permettre donc d'avoir un effet, parfois, on va dire, par exemple, comme pour on a vu ensemble dans le psoriasis, il y a des lésions érythématosquameuses. Donc, on peut rajouter, étant donné qu'on recherche un effet anti-inflammatoire et kératolytique, on peut rajouter par exemple des kératolytiques exactement dans un dermocorticoïde, ce qui va augmenter bien sûr la pénétration de votre dermocorticoïde. Alors là, vous savez, on en a déjà parlé. Donc là, vous avez l'acide salicylique et puis l'urée. Cependant, il faudra toujours faire attention à leur concentration. Alors, notamment pour l'acide salicylique, je vous ai déjà dit pour l'enfant, pour le tout petit et puis pour le sujet diabétique. Donc, on fait attention au risque d'intoxication salicylique. Concernant l'urée, alors l'urée, on fait attention à l'effet irritant. Donc, on ne va pas utiliser de fortes proportions d'urée sur des zones, bien sûr, de peau fine. Alors, concernant maintenant l'effet occlusif, parfois, alors, il est nécessaire d'avoir cet effet occlusif, surtout si les lésions sont épaissies, si les lésions sont traînantes, anciennes. Donc, cet effet occlusif sera toujours recherché donc, devant ces lésions-là et sera obtenu grâce, comme je vous disais tout à l'heure, à l'effet gras, occlusif déjà de votre excipient gras, mais on peut proposer également exactement des films plastiques. Alors, on demande tout simplement aux patients de couvrir donc ces lésions, de couvrir le dermocorticoïde afin que celui-ci ne parte pas, ce qui va majorer bien sûr l'effet occlusif. Alors, on ne peut pas faire ça longtemps parce qu'au bout d'un certain moment, donc il va y avoir un risque d'avoir quand même les effets secondaires. Donc, ça va se faire sur des zones où la peau n'est pas très fine, accessible, éviter tout ce qui est macération parce que sinon vous risquez d'avoir une surinfection, donc là vous faites attention. Et bien sûr sur des lésions qui sont très épaisses, en général très kératosiques, très inflammatoires, afin d'avoir afin de majorer la pénétration de votre dermocorticoïde. Alors, cette biodisponibilité va dépendre également de la peau. Alors là, vous le savez, donc plus si on a une peau lésée, donc le dermocorticoïde va pénétrer encore plus. Maintenant, si on a une peau fine également, celui-ci donc sera plus présent. Alors, on ne revient pas, là, vous savez quelles sont les zones où la peau elle est la plus fine, donc on ne revient pas dessus. Pareil pour les zones cutanées où la peau sera la plus épaisse. Concernant l'état cutané, donc les altérations cutanées de la barrière, donc elles peuvent se présenter sous forme dite de dermatose inflammatoire et ou exfoliatrice. Alors bien sûr, on va retrouver par exemple les eczémas, donc c'est une effraction cutanée, le psoriasis, donc il y a des lésions inflammatoires, donc parfois il y a des, on va dire, il y a des micro donc érosions qui vont donc favoriser donc la pénétration de votre dermocorticoïde. Et puis enfin l'âge, alors à cause de l'immaturité, alors sachez que, et puis le gradient surtout dit surface corporelle, donc poids, donc il y a plus de risques chez le nouveau-né, bien sûr, et le tout petit, et chez le sujet âgé, où la peau, elle est beaucoup plus fine que celle d'un sujet, donc d'un adulte. Une petite notion particulière qu'on appelle la tachyphylaxie. Alors la tachyphylaxie, c'est une espèce d'accoutumance ou de tolérance à un traitement, donc au dermocorticoïde, donc dû à l'usage prolongé et ininterrompu. Donc on va pouvoir la mesurer bien sûr grâce, donc on va reprendre cette réponse thérapeutique et on va la mesurer par l'index de vasoconstriction. Alors ça n'est pas un effet secondaire, elle peut être observée avec tous les dermocorticoïdes. Donc, si on a des dermocorticoïdes, il faudra faire des fenêtres thérapeutiques. Ça ne sert à rien. Non seulement il y a ce risque de tachyphylaxie, mais vous avez également le risque d'avoir des effets secondaires. Donc, on ne peut pas maintenir des dermocorticoïdes ad viternum. Il faudra toujours faire des fenêtres thérapeutiques. Et puis, vous avez ce qu'on appelle l'effet réservoir. Alors, ça ne sert à rien d'appliquer plusieurs fois le dermocorticoïde, étant donné que celui-ci va venir s'accumuler au niveau de la couche cornée. Et puis, au cours de la journée, il va y avoir un relargage progressif. Alors, autrefois, on disait 2 fois par jour. Donc là, on va se contenter d'une seule application de dermocorticoïde par jour. Alors, selon la classification, maintenant, vous avez 2 types. Vous avez la française puis l'internationale. Donc, les classes, on va aller de la classe la plus forte pour la française, qui représente la classe 1, vers la plus faible, donc qui est la classe 4. Alors, inversement, pour donc, la classification internationale.
Alors, non? Merci. Alors, concernant le siège, donc là, c'est pour en fonction donc de l'épaisseur cutanée. Pour l'âge, alors une notion particulière pour ce qu'on appelle les dermocorticoïdes fluorés. Alors, les dermocorticoïdes donc fluorés vont avoir un effet anti-inflammatoire majoré par le fluor, par la présence de fluor. Alors, avec un effet secondaire qui peut être observé avec ces dermocorticoïdes, notamment après utilisation donc, de ces dermocorticoïdes sur le siège, chez le tout petit, c'est ce qu'on appelle le granulome glutéal. Donc, vous faites attention, s'il y a apparition d'un nodule inflammatoire, donc il peut être imputé à l'utilisation. Donc, vous regardez si votre dermocorticoïde, et là, il faut arrêter donc l'application des dermocorticoïdes. Donc, vous regardez s'il est fluoré, et là, vous pouvez poser éventuellement votre diagnostic. Alors, le risque donc systémique, il est moindre, mais avec l'application sur de grandes surfaces, et notamment chez le tout petit, il peut se faire. Votre choix de la galénique, donc de l'excipient, va se faire en fonction de la localisation donc des lésions. Alors, on a sur les lésions sèches, bien sûr, et à l'effet graissant, donc on va privilégier les pommades. Sur donc, tout le corps, pratiquement, notamment sur le pli, sur les surfaces glabres, donc on va utiliser la crème. Concernant les zones pileuses, donc on va privilégier les solutions, les lotions et les sprays. Et puis enfin, sur la muqueuse, on va utiliser les gels. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, donc modalité d'application, ne pas dépasser les 30 grammes. Maintenant, si on utilise les dermocorticoïdes, c'est comme pour la corticothérapie générale. Si on les utilise sur une courte période, donc il n'y a pas nécessité de faire une intégration progressive. Donc, on peut arrêter au bout de 1-2 jours. Maintenant, par contre, si vous avez une utilisation chronique, donc il faudra toujours faire une dégression. Cette dégression se fait de plusieurs façons. Alors, soit vous espacez, soit vous passez à une classe thérapeutique un peu moins forte. Et puis, bien sûr, vous devez surveiller le bénéfice à la fois thérapeutique et puis éventuellement l'apparition d'effets secondaires. Alors, en matière d'utilisation des dermocorticoïdes, comme c'est le cas également pour le calcipotriol, on doit toujours respecter ce qu'on appelle l'unité phalangette. Alors, l'unité phalangette, c'est ce que vous voyez. Donc, d'abord, il ne faut pas dépasser le 30 grammes par semaine. Et puis, vous avez donc ce bout de crème qu'on va déposer sur la phalange, il va pouvoir nous couvrir, alors soit on parle des 2 paumes des mains, ou encore de toute la main. Donc, il va couvrir les 2 surfaces. Donc là, on va devoir calculer en fonction, c'est un petit peu l'équivalent de la règle de Wallace que vous connaissez déjà pour les brûlés. Donc, on va calculer un petit peu le nombre d'applications. Et puis maintenant, si on est... Alors là, vous allez calculer, vous allez, ça par exemple pour le psoriasis, si on a une surface cutanée qui est très étendue, ça veut dire qu'il faut... Exactement, il faut passer à une autre voie, on ne va pas se contenter, donc quel que soit, ça veut dire que ça ne va pas être suffisant, qu'il y a un risque d'effet secondaire, qu'il y a un risque de systématisation, ça veut dire qu'on va donc passer à une autre voie thérapeutique. Alors, cette unité phalangette, alors c'est 0,5, c'est 0,25, alors c'est plutôt 0,5 grammes, donc ce qui équivaut donc à cette surface, à une surface donc des 2 paumes des mains. En matière d'indication, donc pratiquement toutes les dermatoses. Il y a beaucoup de dermatoses. On va retrouver bien sûr les eczémas. Maintenant, on va choisir la classe thérapeutique en fonction de la localisation, en fonction de l'âge, en fonction de l'étendue. Alors pour l'eczéma, ça va être classe donc 2 et 3. Alors c'est la classification française que je vous ai mis ici. Alors pour l'eczéma des paupières, bien sûr, on va utiliser la classe la plus faible. Pour la dermatite allergique de contact, donc, ça va être également classe 2, donc classe forte. Donc, classe faible, classe très forte. Et puis, pour les autres examens, on va également utiliser les mêmes molécules. Maintenant, si vous avez des piqûres ou des états inflammatoires tels que post-brûlure, on va utiliser également les classes 2 et 3. Par contre, donc pour l'état inflammatoire, on a vu que c'est plus les classes moyennes. Maintenant, si on recherche un effet antiprolifératif, souvent c'est des lésions beaucoup plus infiltrées. Donc, on veut une action anticellulaire, antiproliférative, et puis on va utiliser des classes un peu plus fortes. Donc, on va utiliser classe 1 et 2, et sur les cicatrices hypertrophiques également. Alors, sur la pelade, le vitiligo et sur la pemphigoïde,
bulleuse. On va rechercher un effet immunosuppresseur. Et là, on va utiliser également les classes 1 et 2. Alors, concernant les associations, alors pour les préparations, alors c'est vrai qu'on a tendance à abandonner les préparations magistrales, mais parfois on peut les donner. Alors, pour le psoriasis, notamment. Alors, sachez, juste garder en tête que les préparations ne sont pas stables. Au bout d'un mois, il faut jeter cette préparation magistrale-là. Donc, parfois, on peut mélanger. Alors, on peut les utiliser pour les dépigmentants, on peut les utiliser pour le psoriasis, pour l'effet anti-inflammatoire, kératolytique. Donc, il y a un tas de préparations. Il faut les connaître. La seule chose donc, que je vous disais, donc il faut dire à votre patient qu'au bout d'un mois, alors ça peut rester jusqu'à 2 mois, mais au-delà de 2 mois, c'est à jeter parce que les produits, les excipients ne vont plus être mélangés et il y a un risque quand même d'irritation et bien sûr de surinfection parce que ça reste de contamination plutôt parce que ça reste, alors c'est une préparation donc qui va être instable dans le temps. Alors, on peut associer de l'acide salicylique, donc l'urée. Alors, éviter l'utilisation des mélanges dermocorticoïdes antibiotiques. Alors, il y a un produit qui est largement utilisé et qui n'a pas trop son indication. Alors, je pense que vous connaissez ce que c'est que le mycocide. Alors, il faut éviter le mycocide. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de sensibilisation, de résistance, et puis il y a un risque de sélection de germes. Donc, on ne veut pas utiliser dermocorticoïdes plus antifongiques plus antibiotiques. Ça veut dire qu'on n'a pas de diagnostic dans ce cas-là. Et puis, bien sûr, vous allez parfois vous aider d'infiltration et d'injection de corticoïdes intralésionnels. Ah, merci. Pardon. Quelles sont les contre-indications? Donc, on devine toutes les dermatoses infectieuses, quelle que soit leur origine. Vous avez l'acné, vous avez la rosacée, et puis enfin, vous avez les dermatoses ulcérées. Alors, pour les dermatoses ulcérées, ça concerne surtout l'ulcère de jambe. Souvenez-vous, on a parlé des eczématisations. Alors, dans ce seul cas de figure, on pourra utiliser les dermocorticoïdes et toujours en périlésionnel. Quels sont les effets secondaires? Donc, on devine un petit peu ces effets-là. Donc, on va avoir sur l'épiderme de l'atrophie. Alors, comment va se manifester cette atrophie? On l'a déjà vu ensemble. Donc, ça va être une peau fine. Par transparence, on va voir les vaisseaux. Il y a un aspect de papier dit à cigarette. Donc, il y a un amincissement, même quand on touche la peau. Alors, il y a une fragilité, bien sûr. Il y a ce qu'on appelle également, alors on la voit chez les personnes âgées également, on voit la peau qui est amincie, c'est un petit peu le même effet qu'on va avoir après application des dermocorticoïdes. Et puis, bien sûr, vous avez les vergetures, vous avez le retard de cicatrisation, les ecchymoses avec fragilité capillaire. Les contre-indications habituelles, avec risque donc de développer une acné, d'avoir une rosacée. La dermite périorale également est un effet donc secondaire des dermocorticoïdes. Et puis, bien sûr, concernant l'infection, donc les dermocorticoïdes favorisent l'apparition, l'émergence d'infections. Et grâce à leur effet anti-inflammatoire, dans un premier temps, ça peut masquer, mais bien sûr, il y aura toujours une flambée secondaire. Puis vous avez d'autres manifestations, donc d'autres effets secondaires qui peuvent être observés, à savoir au niveau oculaire, à travers l'apparition de glaucome, de cataracte. Bien sûr, l'hypopigmentation, l'hypertrichose, donc une exacerbation de la pilosité. Vous avez le granulome glutéal secondaire à l'application de dermocorticoïdes fluorés. Et puis, enfin, les eczémas de contact, bien que rares, peuvent exister. Alors, ils peuvent être imputés donc à l'excipient et non pas au dermocorticoïde lui-même. Et puis, vous avez bien sûr l'effet dit de rebond ou corticodépendant. C'est pour ça qu'on fait toujours une dégression progressive. Et puis, enfin, effet systémique, bien que rare, mais il peut exister dans certains cas de figure. Oui.